On va pouvoir passer maintenant à notre deuxième interview de notre fil conducteur. L'interprétation du phénomène, quelles initiatives mettre en place. On a donc maintenant le plaisir d'accueillir Monsieur Benoît Hamon. Ce nom n'est sûrement pas inconnu normalement pour la plupart d'entre vous. Pour citer une partie de ses anciennes fonctions, député européen, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, candidat à l'élection présidentielle. Il est aujourd'hui directeur général de l'ONG Singa et il répondra aujourd'hui à nouveau aux questions de Maëlys. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Alors, comme il vient d'être dit, vous êtes député. Vous avez été député, vous étiez ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et ministre de l'Éducation. Vous êtes aujourd'hui directeur général de Singa, une ONG qui met en relation des nouveaux arrivants, des personnes nouvellement arrivées, réfugiés ou demandeurs d'asile politique ou immigrés avec des personnes locales. Sur cette question de la grande démission, plusieurs questions se posent autour du travail. Votre nom a été évoqué avant même que vous n'étiez pas encore là pour parler de cette définition très large du travail et de la valeur travail, de ce que l'on recouvre et de ce qui est financièrement valorisé, socialement valorisé, de ce qui devrait être accompagné aussi d'une rémunération ou pas. Donc qu'est-ce que recouvre finalement cette question du travail ? Et pour reprendre une définition très large, qui serait celle par exemple de Dominique Méda, tout est travail d'une certaine manière. Très peu de choses ne le sont pas. Merci, vous avez 2 heures quand même là-dessus. Bon, bonjour, merci Orientation Durable pour organiser ce colloque. C'est formidable qu'on puisse réfléchir là-dessus. Merci à vous pour ces questions. On peut faire un petit jeu. Vous levez la main. Qui travaille ici ? Qui ne travaille pas ? C'est déjà intéressant, qui ne travaille pas, d'interroger vos vies si vous ne travaillez absolument pas, puisque en général, quand on lève la main, c'est qu'on a un emploi. Et qu'on répond, qui travaille ? Oui, je travaille parce que j'ai un emploi. Ceux qui n'ont pas souvent, dans ce genre d'exercice, ceux qui sont retraités, ne lèvent pas la main, en dépit du fait que, pourtant, ils ont des activités qui créent de la valeur, créent de la richesse, créent des liens, mais qu'ils n'intègrent pas la définition qu'ils ont du travail. Ceux qui sont étudiants, souvent, ne lèvent pas non plus la main parce qu'ils ne sont pas encore en emploi. Nous avons une définition du travail qui, souvent, dans nos propres vies, dans la manière dont on en parle, se résume au fait d'occuper un emploi. Et de ce point de vue-là, je partage, moi, le point de vue et la réflexion de Dominique Méda et beaucoup d'autres, qu'il est nécessaire aujourd'hui de penser le travail au-delà de l'emploi. Et si on pense le travail au-delà de l'emploi, de penser donc la reconnaissance, pour reprendre ce que disait un peu Mathieu tout à l'heure, qui évoquait la reconnaissance par le travail, qui évoquait la notion d'œuvre, qui appartient à la même famille que le mot ouvrier. Comment reconnaît-on le travail en dehors de l'emploi, le travail bénévole, quand on travaille justement dans une association, le travail domestique. Et c'est à partir d'ailleurs de cette réflexion-là que moi j'avais imaginé et défendu la notion de revenu universel, la reconnaissance du travail au-delà de l'emploi. Donc, il me semble que cette réflexion, qui est encore largement devant nous, elle s'inscrit dans ce moment sur la grande démission. Il nous revient de penser les transformations en cours comme les transformations désirables. On en parlait juste avant, mais typiquement, le débat aujourd'hui sur les retraites résonne en termes comptables et de l'équilibre d'un système, mais pas selon ce que sont les transformations du travail. Est-ce que nos carrières seront linéaires ou pas ? Et fait-il sens de partir à 62, 63, 64 ans selon des carrières dans lesquelles on aura cotisé 43 annuités, quand demain, parce que nous irons chercher du sens en dehors de l'emploi, eh bien nous aurons des carrières hachées. Est-ce que ça fait encore sens de penser donc la retraite sans repenser la notion du travail au sens large ? Il me semble que non, et donc que nous devons raisonner aujourd'hui par rapport à nos mécanismes de solidarité comme par rapport au travail, selon les transformations en cours. Et la transition écologique nous impose de repenser des modèles de production, des modes de production et des modes de consommation, mais aussi selon les transformations désirables, c'est-à-dire où voulons-nous arriver, et est-ce que nous nous contentons d'une définition effectivement du travail qui se limite à la question de l'emploi. On a pu parler dans les années 80 ou comme ça de ce qu'on appelait la hustle culture, la culture du travail qui peut mener à la culture du burn-out. En tout cas, il y a aussi le parti inverse qui serait de se dire retrouver du sens au travail, c'est reprendre à l'intérieur de la notion de travail ce qui est le plus intéressant
la dimension de sublimation, d'activité. Mais alors, comment est-ce qu'on trouve des solutions économiques, soit en décorrélant, soit en trouvant un système peut-être d'équivalence, puisqu'on pourrait imaginer que la réflexion pourrait totalement s'inverser. On pourrait revenir sur David Graeber et les bullshit jobs, c'est de penser que des boulots très rémunérés, finalement, n'ont pas une utilité sociale si forte. La question a été très fortement menée pendant la période de pandémie. Oui, alors, merci encore. Franchement, c'est des questions, c'est dur de faire court. J'étais en train de saluer votre exercice d'arriver à faire des réponses courtes avant de parler, mais là, vous me mettez quand même un peu la pression. Juste dire, parce que j'avais prévu de dire 2-3 trucs quand même, je me suis dit, je vais quand même glisser 2-3 choses. Déjà, la valeur travail, si on pouvait arrêter ce débat sur la valeur travail, et notamment que la gauche aurait abandonné la valeur travail. D'abord, ceux qui parlent de la valeur travail, en général, ont un travail qui leur plaît et bien rémunéré. Première chose. On confond de surcroît, et je le dis à beaucoup de gens de gauche, la valeur morale du travail et la valeur du travail au sens où des économistes, dont Marx, je me permets de le dire, l'ont défini. C'est-à-dire le travail n'est pas une valeur, c'est le travail qui donne la valeur à une chose ou à un service que l'on fabrique et que l'on crée. Le temps de travail, la force de travail. Donc ne confondons pas ça, parce que la valeur travail comme un impératif moral, il faut que tu sois utile, a été aussi utilisé comme un moyen de faire accepter à des personnes un travail qui était un travail pénible, qu'ils réalisaient eux par nécessité, c'est-à-dire pour pouvoir vivre. Donc, par pitié, à gauche, arrêtons de rentrer dans le débat sur la valeur travail par l'entrée qui n'a jamais été celle de la gauche, c'est-à-dire de savoir, il faut que tu travailles parce que si tu n'es pas utile, tu n'es pas méritant, etc., etc. Je rappelle quand même que cette notion où la valeur travail, elle change radicalement avec le basculement de nos sociétés dans le christianisme et que c'est le travail fait pour honorer Dieu devenant un exercice spirituel qui a été largement diffusé. Alors moi j'ai rien contre et je pense qu'on peut être un ouvrier et être content de l'œuvre que l'on réalise par le travail, mais il faut aussi se souvenir, encore plus quand on est de gauche, qu'il y a quand même des philosophes considérables, comme Hannah Arendt, qui ont largement nourri aussi la réflexion de la gauche sur le travail, pour constater qu'avec les nouvelles formes de production, on réifiait le travailleur et que rarement dans le travail était une œuvre à la fin de la journée pour ces travailleurs-là. Voilà, je ferme ma parenthèse, elle était déjà un peu... pas l'aliénation, c'est voilà. Ça que vous voulez dire. Donc, non, mais c'est pour qu'on en parle dans toute sa dimension. Et ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est effectivement qu'on s'attache à deux choses. À repenser le travail dans sa totalité et à essayer de réinjecter du sens et de l'œuvre dans le travail, dans l'emploi. Et c'est cette double tâche qui doit être celle des sociétés contemporaines, c'est-à-dire de ne pas échanger l'une pour l'autre. Moi, dans ma réflexion, le revenu universel, c'était reconnaître le travail en dehors de l'emploi et redonner, je le rappelle, du pouvoir aux travailleurs dès lors qu'il ne dépendrait plus de son seul salaire pour vivre décemment. N'oublions pas que le fait de pouvoir disposer d'un complément de revenu vous donne aussi un élément de rapport de force. Je me pose ça là. Et qu'évidemment, il faut reposer la question de savoir comment le travailleur, dans l'emploi, retrouve du sens à ce qu'il fait, retrouve de l'autonomie, de la capacité créative, de la capacité à pouvoir participer à la gouvernance de l'entreprise ou de la communauté à laquelle il appartient, qui est celle de son entreprise, de son service. Et toutes ces questions-là sont évidemment des questions absolument passionnantes et qui expliquent sans doute, moi je le vois comme dirigeant d'ONG, qu'il y a autant de gens qui tapent à notre porte en me disant « Bon, vous avez fait la bascule, comment moi je peux aussi aller travailler dans un boulot qui fait sens ?» Alors, là, qu'il me soit permis de dire que l'ESS, c'est sans doute un monde dans lequel on pense qu'il y a du sens, pas toujours non plus. Mais pas toujours parce que pensent aussi les gens qui ont répondu aux études. Parce que c'est mal payé. Dont on a parlé. Parce que c'est mal payé, souvent. Un des gros défis que nous avons dans l'économie sociale et solidaire, et notamment dans toutes les entreprises associatives, c'est de rémunérer correctement ceux qui y travaillent. Je le vois dans ma propre entreprise, qui est une ONG, c'est que le turnover, il s'explique par le fait que nos salaires sont trop bas et qu'il faut et qu'on a beau faire la semaine de 4 jours chez nous ou initier par exemple le congé menstruel dans mon entreprise, on crée des droits qui sont des droits nouveaux, on permet une meilleure articulation vie professionnelle, vie privée, mais
comme vous l'avez dit avant, avec un salaire qui est sous les 2 000 € à Paris, se loger, dès lors qu'on fonde une famille, tout ça deviennent des obstacles insurmontables. Donc on a un vrai défi, nous, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, à penser aussi des politiques qui, finalement, ne se terminent pas par cette conclusion qui arrive souvent. Oui, mais bon, si tu es venu travailler dans une ONG, c'est aussi pour que tu acceptes que c'est difficile, mais ça a du sens. Et donc le sens, c'est moins de salaire et avec en plus une sorte de pression liée aux bénévoles qui, tu vois, eux, ils le font gratuitement. Si toi, tu n'acceptes pas de travailler au-delà des 35 heures, c'est qu'en plus, tu manques de motivation. Il y a ça aussi dans l'ESS et qui explique des relations compliquées entre bénévoles et salariés dans certaines entreprises. Mais voilà, donc, mais indiscutablement, il y a un enjeu absolument crucial à repenser l'organisation du travail. Le point peut-être un petit peu positif que je vois, moi, c'est qu'il me semble qu'il y a, même si c'est lent, un impact de la taxonomie verte au niveau européen, et peut-être demain de la taxonomie sociale, sur en tout cas la réflexion qu'ont une partie des entreprises, pas seulement de l'ESS, sur l'organisation du travail, sur le reporting extra-financier, les éléments de reporting qui relèvent de l'impact social et de l'impact écologique. Ça bouge un peu, même si ça bouge sans doute pas assez, ou en tout cas pas aussi vite qu'on le souhaiterait nous. Et vous, Benoît Hamon, dans votre vision du phénomène de grande démission, est-ce que vous y voyez une dimension cyclique ou une sorte de véritable désintoxication de la modernité, une mutation profonde, parce que l'acteur économique, le salarié est un acteur rationnel aussi, il fait des choix individuels. Alors est-ce qu'on est dans une sorte de mouvance, de redéfinition des mobilités, des territoires, de l'organisation du travail, etc., qui est liée à un contexte bien précis post-diverses crises, ou est-ce qu'on est dans une réorganisation globale que va être obligé d'accompagner aussi l'État, le législateur, etc. Ce serait bien que le législateur et l'État et les gouvernements se saisissent de cette question, c'est-à-dire de penser le travail sans laisser finalement l'économie dicter les secteurs dans lesquels il va y avoir des démissions. Pourquoi ? Parce qu'on approche le plein emploi et que plus on approche du plein emploi, plus cette possibilité de pouvoir partir en espérant être retrouver du boulot est rendue possible. Donc je ne suis pas persuadé par exemple que dans le secteur des EHPAD, où il y a beaucoup de gens qui travaillent et travaillent mal, il y ait un phénomène de grande démission. Parce on sait qu'on va pouvoir retrouver du boulot assez vite, peut-être mieux payé, dans un EHPAD avec un peu plus de sens, blablabla. Blablabla. Donc, ce qui nous revient, nous, de penser, ce qui reviendrait à la puissance publique de penser, je refais le lien avec les retraites, mais par exemple, c'est de savoir quelle vision on a du travail et comment on repense cette organisation globale-là. Il ne me semble pas que cette réflexion existe. En tout cas, si vous l'avez entendu, signalez-moi le petite brochure que je pourrais trouver pour me renseigner sur la vision qu'a, je dis ça en tant que responsable d'une ONG, on va me dire, oh là, c'est pas bien parce qu'il ne faut pas parler comme ça, mais je le fais quand même. Moi, je ne dépends pas de l'argent public non plus, donc je le fais encore plus facilement. Et même si je dépendais, je le dirais quand même. Mais là, je ne le vois pas, ça. Je ne le vois pas. Et le débat sur les retraites est symptomatique de ça. Et puisque je vous ai devant moi, je peux leur dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce serait bien qu'on réfléchisse à élargir la perspective sur le débat sur les retraites. Je le dis comme dirigeant d'une ONG qui fait de l'inclusion de nouveaux arrivants. Et qu'on s'interroge sur quel serait l'âge légal de départ à la retraite pour nous, demain, avec le même système, si nous voulions l'équilibrer, et qu'il n'y avait pas les cotisants étrangers qui partent avec des petites retraites et qui en jouissent peu parce qu'ils sont surreprésentés dans les métiers pénibles. On partirait à combien ? 67, 68, 69 ans sans les étrangers ? 70 ans ? Que les retraités qui votent Zemmour aujourd'hui, ou Le Pen, ou tous les autres, qu'on pose cette question-là. Comment fonctionnent nos systèmes aujourd'hui ? Et voilà une question aussi autour de l'organisation du travail que je pose là et que je vous invite à réfléchir et à intégrer à votre réflexion parce que on va avoir un débat sur les retraites qui va complètement ignorer cette dimension-là. Qu'en réalité, on parle de solidarité intergénérationnelle, on devrait parler aussi d'une solidarité, mais qui principalement va dans un sens, qui est celle des travailleurs étrangers qui cotisent une vie, qui pour une bonne partie d'ailleurs sont des travailleurs étrangers qui cotisent sans papier et eux
jamais de retraite, de facto, eh bien, cette contribution-là, elle nous permet de partir aujourd'hui à 62, 63, 64 demain, mais nous devrions partir beaucoup plus tard si nous n'avions pas cette cotisation-là. Voilà, pardon, je fais un peu ça permet de redéfinir quand même les questions. D'élargir le débat à autre chose, mais je trouve dommage qu'on n'en parle pas assez. On va donner la parole au public. Oui, merci beaucoup. Toujours pareil, on va faire un petit tour des questions. Est-ce que vous en avez ? Je vois là-haut. Merci. Désolé, alors je ne suis pas très doué. J'ai pris quelques notes à l'oral, on va voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup que vous ayez justement élargi un petit peu le scope de cette question, parce qu'en fait, quand on regarde la sociologie de l'étude, quand on regarde aussi le fait à l'origine qu'orientation durable, on est quand même plus sur du chasseur de tête que sur du Pôle emploi. On a des gens ici qui sont globalement avec un bagage culturel, et je pense Bac+5 à peu près, une grande majorité. Et ça invisibilise pas mal de choses. Du coup, quand on se pose la question « pourquoi maintenant ?» en fait, pourquoi c'est maintenant que tout le monde dégage ? Mais en vrai, c'est peut-être parce qu'il y a des conditions sociales, il y a une érosion du service public qui fait que ça touche des classes moyennes supérieures potentiellement, qui perdent du confort, qui ont besoin justement de récupérer ce confort en fait, dans le travail ou ailleurs, qui n'était pas arrivé jusqu'à nous, mais en fait la crise, comme ça, ce besoin de dignité, de respect, cet irrespect de la société, il était déjà là avant, mais pour des sociologies qui étaient juste tout simplement plus populaires. Et les personnes qui sont ici aujourd'hui, elles étaient juste pas autant touchées. Donc pourquoi aujourd'hui ? Parce que nous, on est touchés en fait peut-être plus. Et moi, c'est peut-être un petit peu l'axe vers lequel je me dis qu'on a des biais par rapport à cette étude, parce que là, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont des... il y a des personnes qui prennent des décisions au niveau du gouvernement, dans les hautes sphères. Il y a des personnes qui vont faire des articles, qui vont être dans les journaux suite à ça, parce que c'est aussi une opération de communication, mine de rien, ces conférences. Et ça permettra à Orientation Durable de continuer à en parler un peu partout, et qui vont continuer à se poser la question pourquoi maintenant, alors qu'en fait c'est un phénomène qui est là depuis très très longtemps à mes yeux. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez en fait. Non, mais vous décrivez un phénomène classique, c'est qu'un phénomène ne devient public qu'à partir du moment où ceux qui tiennent le système sont touchés par le phénomène. Ça, c'est en gros quand la bourgeoisie est en insécurité que le sujet devient un sujet d'intérêt général. Et ça, c'est, par exemple, parler comme ça, mais dire bourgeoisie, on va dire, oh là là, mais bon, c'est aussi vieux que le monde et ça existe encore. Celui qui dira qu'il n'y a pas de bourgeoisie aujourd'hui, bon. Donc voilà, après, on va dire, oui, on est bourgeois à partir de quel montant ? Tout ça, c'est des débats, ça dépend du pouvoir que vous avez dans la société économique, culturelle. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Donc, oui, un phénomène devient d'intérêt général dès lors que la bourgeoisie est concernée par cela, et pire que ses enfants pourraient l'être. Et là, mais réjouissons-nous que la question quand même soit en débat et qu'elle soit posée ici. C'est-à-dire, si je comprends la commande, c'est comment aujourd'hui repense-t-on le travail, comment redéfinit-on le travail et comment aujourd'hui organisons-nous nos sociétés de façon à ce que le travail ne contribue pas à un modèle de développement qui soit par ailleurs générateur d'inégalités d'une part, d'injustice sociale, mais aussi de destruction des écosystèmes. C'est ça, comme ça que moi je comprends la commande, en tout cas à laquelle ce colloque contribue. Et c'est quelque chose de passionnant dès lors qu'effectivement on essaye de ne pas se concentrer sur une seule brique, qui serait de dire par exemple, qui est une brique importante et qui a amené d'ailleurs une partie des cadres à s'interroger sur le sens du travail, travaillons sur le burn-out. Comme parlementaire, j'ai travaillé sur le burn-out, mais c'est qu'une petite brique qui est intéressante parce qu'on découvre que les pathologies du travail ne sont pas que des pathologies physiques. Il y a des pathologies psychiques. Et que ces pathologies psychiques ont beau être multifactorielles, elles peuvent être principalement attribuées au travail, et ce qui justifierait leur reconnaissance comme une maladie professionnelle. C'est un des points sur lesquels on peut travailler, mais ça n'est qu'une brique. Et il me semble que le fait de remettre les choses en perspective et d'accepter, y compris le temps long, c'est-à-dire d'essayer de penser, de planifier peut-être une transformation qui soit une transformation qui intègre cette reconnaissance de tout le travail,
la nécessité de changer évidemment les indicateurs de richesse, parce que si le seul indicateur de richesse, ça reste le PIB, ça veut dire que, y compris le travail bénévole, ce qui est déjà le cas aujourd'hui dans la comptabilité nationale, va trouver un équivalent en termes de TP. Or, le but, c'est pas que ce soit le TP qui soit la mesure des choses, mais bien qu'on raisonne en termes de création de liens sociaux, donc d'autres formes de richesse que l'équivalent PIB de ce que je peux faire quand j'accompagne des gamins le week-end pour faire du foot. J'ai pas envie que ce travail-là, par exemple, si j'accompagne tous les samedis des gamins pour faire du foot, on me dise ça correspond à tant en PIB. Pourquoi pas comme indicateur, mais ça me semble assez restrictif. Et si on change les indicateurs de richesse, vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, le travail d'un journaliste, d'une aide-soignante en EHPAD, va avoir une autre valeur que celle qui consiste, par exemple, à dire lui, il crée tant de richesses en PIB, on sait le mesurer, c'est facile, donc son emploi a de la valeur parce que cet indicateur-là nous dit qu'il a de la valeur. Et il me semble que cette réflexion-là est largement documentée et nourrie déjà. Il faut juste agréger les briques. Il faut juste que le puzzle, on pose les pièces du puzzle. Et c'est ça qui me semble intéressant dans la période. Et la grande démission, ce phénomène-là, nous invite à le faire. Mais vous avez raison sur le fait que nous assistons à un moment où les questions se posent peut-être avec plus d'intensité qu'avant. Pourquoi ? Parce que ceux qui étaient tranquilles à commenter ça de loin auparavant, voire même à ne pas regarder ce qu'est la réalité de l'indignité du travail quand tout le monde parle de la valeur travail, se trouvent concernés directement et leurs enfants au premier chef par le phénomène. C'est ainsi. Encore une deuxième question là-bas. Bonjour, j'avais envie d'avoir votre perspective sur les questions d'égalité homme-femme dans toute cette question sur la grande démission et aussi un peu pour rebondir sur ce que monsieur disait à l'instant sur le fait que ça fait longtemps que notamment les femmes arrêtent de travailler pour prendre soin de leurs enfants dans beaucoup de classes sociales, notamment parce qu'il n'y a pas assez de modes de garde qui fonctionnent, pas assez de crèches dans plein d'endroits, notamment dans les régions. Et aujourd'hui, ça se pose dans le secteur du tertiaire, notamment de l'ESS, où il y a beaucoup, par exemple c'est mon cas, que d'arriver à jongler vie privée et vie professionnelle dans des boulots qui peuvent être très prenants, on ne compte pas ses heures. À un moment, on se dit, il y a eu la pandémie qui est passée, où on a passé beaucoup de temps en cercle familial, restreint, etc. Et donc, ça pose d'autres questions aussi pour des femmes plus diplômées qui vont avoir une certaine flexibilité, de faire plus de télétravail, de travailler une semaine de 4 jours, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes dans d'autres métiers, notamment vous parliez des EHPAD, mais aussi des puéricultrices qui font des métiers physiques aussi, de porter des enfants toute la journée. Voilà, donc plutôt sur cette question de l'égalité homme-femme dans ce phénomène qu'on discute aujourd'hui. Moi, ma conviction, c'est que si on pose la question du travail, et en tout cas si on vise à lui permettre une reconnaissance qui est une reconnaissance au-delà de l'emploi, évidemment, les premières populations concernées par cette reconnaissance de tout le travail sont les femmes. Si on parle de la double journée de travail pour les femmes, c'est quand même les mouvements féministes qui, les premiers, ont parlé de la double journée de travail. Ça veut bien donc dire que le travail domestique est bien un travail, ou avec un T majuscule. Quand on va parler de la charge mentale, elle est liée à quoi ? En fait, qu'il y a le travail en emploi, mais qu'il y a tout le reste du travail, et qui est, lui, le moins bien partagé, ou sinon quasiment pas partagé. Donc on voit qu'on touche quelque chose de central, de dur, c'est tangible. On se le prend d'ailleurs dans la figure régulièrement, comme société. Nous acceptons aujourd'hui qu'il y ait une répartition genrée de l'autre travail, en défaveur des femmes et en faveur des hommes, au sens où ils sont les moins concernés par cela. Ça, c'est une réalité. Et de leur carrière. Et évidemment, mais dans le double aspect, c'est-à-dire non seulement, du coup, j'ai une double journée de travail, mais du coup, la première, qui est celle qui est reconnue, est entravée par la seconde. Donc, c'est une réalité qui nous amène à repenser quoi ? Évidemment, tout, en fait. Dans la petite enfance, l'accès à des modes de garde, et des modes de garde qui permettent, évidemment, réellement, et c'est d'où pardon, mais on déborde, hein, mais d'où l'importance d'un service public de la petite enfance, le fait que ce service public de la petite enfance, évidemment, soit pensé et connecté à ce qui est aujourd'hui notre organisation du système éducatif, parce qu'on a quand même encore la chance d'avoir l'école maternelle en France, qui est quand même
l'école maternelle, elle était observée, scrutée par le monde entier. Je veux dire, bon, bref, donc penser le service public de la petite enfance me semble une urgence absolue. Penser l'arrivée de l'enfant avec l'obligation du congé paternité, parce que là encore, si on veut qu'il y ait un partage des tâches, il faut aussi que culturellement, ce qui se passe, ça bouge. Honnêtement, moi je le vois que ça bouge chez les hommes, mais que culturellement, les mentalités évoluent et qu'on ait une organisation sociale qui favorise cette évolution dans la répartition des tâches. Et enfin, bon, il y a tout le sujet de l'égalité salariale qui se pose, mais je le redis, pardon d'être un peu insistant, mais moi, quand je défends une idée, je ne sais pas pour dire je vais le défendre pendant 6 mois, et puis après, non, les gens n'ont pas voté pour. Donc, un jour, quelqu'un m'a dit, vous avez perdu, le revenu universel a perdu, il faudra arrêter de défendre le revenu universel. Non, mais quand même, vraiment, on m'a dit ça. Des journalistes, je dis, mais attendez, ça voudrait donc dire qu'on défend une chose. C'est comme quand on vous dit dans une interview, mais vous l'avez déjà dit hier, ça, il ne faut pas le répéter. Je dis, mais je pense aujourd'hui ce que je pensais hier, donc évidemment, je vais le répéter. Donc, le revenu universel, pour moi, mais travaillons-y, en fait, c'est de penser la reconnaissance du travail hors l'emploi. Et si on pense la reconnaissance du travail hors l'emploi, pour ceux et celles qui travaillent beaucoup hors l'emploi, mais n'ont pas les moyens de leur autonomie, c'est un instrument incroyable, démocratique, d'autonomie, d'émancipation. Et je crois beaucoup que le revenu universel serait un instrument puissant d'émancipation, notamment pour les femmes, pas pour valider l'existence d'un salaire maternel, mais pour leur donner les instruments justement de pouvoir s'épanouir pleinement. Voilà, donc c'est partie de la réponse. Et on va prendre une dernière question, je crois que par là, oui. Oui, bonjour, je dirige un établissement EHPAD. Merci Benoît Hamon, merci cher Benoît, on s'est connus ailleurs dans d'autres lieux. Ça me fait plaisir de voir que tu as toujours ce peps qui nous fait du bien. Voilà, donc je dirige un EHPAD hospitalier de 180 lits et de 125 agents. Donc la grande démission, je pense qu'on pourrait dire le grand ras-le-bol. Parce que pour certains, effectivement, l'intervention tout à l'heure de M. Cazeneuve qui consistait à dire que les jeunes cadres super parisiens pouvaient partir ailleurs. Pour nous, c'est pas ça, je suis dans le rural. Il y a peu de cadres, il y a peu de gens qui ont fait HEC ou Sciences Po, et ce sont essentiellement des personnes qui sont travailleurs pauvres. Ils font par jour pour un salaire encore en EHPAD hospitalier qui est relativement élevé quand ils ont la chance d'être aides-soignants et pas quand ils sont ASH faisant fonction, puisque eux n'ont pas cette chance d'avoir les primes. Et tout ça pour dire que cette année, sur un an, 9 personnes sont parties sans savoir pourquoi. Donc si ça, c'est pas la grande démission, c'est quoi? Moi, ça m'interpelle, ça m'interroge de voir des filles qui partent en disant, ben voilà, j'arrête. Un CDD que je veux transformer en CDI, c'est un refus. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. On ne veut pas de CDI parce qu'on veut pouvoir partir quand on veut, où on veut. Parfois, ils partent 6 mois, ils reviennent. Voilà, donc je pense que derrière ce titre assez générique, qui, de mon point de vue et vu de chez moi, concerne plutôt des cadres, je crois que cette grande démission, c'est surtout un grand ras-le-bol. Et puis, dans les EHPAD, c'est aussi, et je n'ai rien contre le livre qui a été fait, bien au contraire, il était nécessaire, indispensable, obligatoire. Mais quel mal il a fait au sein des personnels qui ne sont pas tous comme ça. Voilà, donc moi je souhaite dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à qui on parle, et surtout que cette grande démission, on s'en inquiète de partout, dans le rural, dans l'urbain, à Paris, ailleurs et pour tous. Voilà, c'est juste un simple constat. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça appelle une réaction, hein. Je trouve que je suis d'accord avec vous. Donc, et puis c'est éclairant d'avoir votre expérience sur les EHPAD. Moi, je comprends ce que vous dites sur le livre Les Fossoyeurs, mais qui concernait un groupe, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans d'autres EHPAD. Mais souvent, ce sont les personnels qui disent que la maltraitance à laquelle sont
soumis les résidents, elle est le produit d'une organisation du travail où on exige d'eux une telle rentabilité sur le temps qu'on passe dans chaque chambre pour la toilette du matin, etc., qu'en fait, ils ont le sentiment de perdre du sens à leur métier parce qu'ils se sentent indirectement maltraitants, pas parce qu'ils tapent les résidents, évidemment, mais la violence, c'est une violence symbolique qui est que vis-à-vis de gens qui ont une dignité, on a le sentiment de manquer de respect à ces personnes en ne leur consacrant pas assez de temps. Et voilà encore quelque chose qu'il faudrait pouvoir discuter, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron voulait vraiment réfléchir sur le travail, il inviterait par exemple des aides-soignantes d'un EHPAD pour savoir quelle serait, à leurs yeux, la bonne organisation du travail pour respecter la dignité des résidents. Et on verrait que l'organisation qui serait l'organisation souhaitée, désirable, optimale selon elle, évidemment, ne correspondrait pas forcément aux objectifs qui sont celles et ceux des propriétaires des EHPAD, notamment quand ils assignent des objectifs très lucratifs à ces EHPAD. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et je trouve que en l'espèce, si on s'intéresse tant aux EHPAD, c'est parce qu'on y a placé tellement de notre mauvaise conscience aujourd'hui qu'on voit bien que ce qui s'y passe, tant pour les salariés que pour ceux qui y résident, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents ou nous-mêmes bientôt, n'est pas digne, n'est pas décent. Et on s'intéresserait à ça pour repenser l'organisation du travail, on partirait de là. Je suis à peu près persuadé que ça emporterait des conséquences et des leçons pour l'ensemble de la société qui seraient bénéfiques et considérables. Donc voilà, ma proposition, s'il y a des députés de la majorité, c'est de demander au big boss de commencer par là. Merci beaucoup.